Ragnar Lodbrok reste l'un des Vikings les plus énigmatiques de l'histoire. Son nom résonne encore aujourd'hui, mais qui était-il vraiment? La frontière entre l'homme et le mythe s'est tellement estompée qu'il devient difficile de distinguer la réalité de la fiction. Les chroniques médiévales le mentionnent sous plusieurs noms: Ragnar, Reginerus, Regniar. Certains historiens pensent qu'il pourrait être la fusion de plusieurs chefs vikings ayant sévi en Europe au IXe siècle. D'autres affirment qu'il a bel et bien existé, que ses raids ont terrorisé l'Europe et que sa mort a changé le cours de l'histoire. Son surnom, Lodbrok, signifie « au brais velu ». La légende raconte qu'il aurait confectionné un pantalon spécial enduit de pois et de sable pour combattre un dragon qui gardait sa future épouse Thora. Ce vêtement protecteur lui aurait sauvé la vie et lui aurait valu ce surnom étrange. Mais derrière ces récits épiques se cache un guerrier qui a marqué son époque par son audace et sa cruauté. Les sagas islandaises du XIIIe siècle racontent qu'il était fils du roi Sigurd Ring de Suède. Après la mort de son père, Ragnar aurait hérité d'un vaste royaume s'étendant de la Suède au Danemark. Mais ce pouvoir ne lui suffisait pas. Comme beaucoup de Vikings de son temps, il voulait plus: la gloire, la richesse, et surtout l'immortalité dans les champs des Skalds. À partir des années 840, un chef viking du nom de Ragnar commence à apparaître dans les chroniques franques. Ce guerrier nordique remonte la Seine avec une flotte impressionnante. Les villages brûlent sur son passage. Les monastères sont pillés. Les habitants fuient en entendant le nom de ce démon venu du nord. En mai 841, Ragnar et sa flotte arrivent dans l'embouchure de la Seine. Ils pillent Jumièges, incendient Rouen et massacrent tous ceux qui résistent. Leur objectif est clair: Paris. Ils construisent un camp fortifié sur l'île d'Oissel et en font leur base d'opération. De là, ils lancent des raids dans toute la région, semant la terreur et accumulant un butin colossal. Charles le Chauve, roi des Francs occidentaux, entend parler de ces Vikings menés par un certain Ragnar. Il comprend rapidement qu'il ne peut pas les vaincre militairement. Ses armées sont dispersées, son royaume fragilisé par les luttes intestines. Il décide alors de négocier. Mais Ragnar ne veut pas discuter. Il veut Paris. En 845, Ragnar lance son attaque finale sur la capitale franque. Ses navires remontent la Seine par centaines. Les Parisiens voient arriver cette armada avec effroi. Les Drakkar vikings, avec leurs proutes sculptées en forme de dragon, ressemblent à des créatures sorties de l'enfer. La ville est assiégée pendant des mois. La résistance s'organise, mais les Vikings sont impitoyables. Charles le Chauve finit par capituler. Pour que Ragnar lève le siège et quitte son territoire, il accepte de payer une somme astronomique, 7000 livres d'argent. C'est la première fois qu'un souverain européen paie un tel tribut à des Vikings. Ce paiement, appelé Danegeld, créera un précédent désastreux. Les Vikings comprendront qu'ils peuvent extorquer des fortunes simplement en menaçant les royaumes chrétiens. Mais Ragnar ne s'arrête pas là. Après avoir humilié les Francs, il se tourne vers l'Angleterre. Les royaumes anglo-saxons, divisés et en guerre perpétuelle les uns contre les autres, sont des proies faciles. Ragnar lance plusieurs raids dévastateurs sur les côtes anglaises. Ses navires apparaissent, sans prévenir, débarquent leurs guerriers qui pillent, tuent et disparaissent avant que les armées locales puissent réagir. Ces raids font de Ragnar l'un des chefs vikings les plus redoutés de son époque. Son nom devient synonyme de terreur. Les moines chrétiens prient pour être épargnés par les païens nordiques. Les seigneurs anglo-saxons renforcent leur défense, mais rien ne semble pouvoir arrêter ces guerriers venus du nord. Pendant que Ragnar terrorise l'Europe, ses fils grandissent et commencent à se faire un nom. Selon les sagas, il aurait eu plusieurs épouses et de nombreux enfants. Ses fils les plus célèbres sont Ivar le Désossé, Björn Côte de Fer, Hvitserk, Sigurd Œil de Serpent, Halfdan et Ubbe. Chacun d'eux héritera de la férocité de leur père et deviendra un chef redouté. Ivar le Désossé tire son surnom d'une possible maladie osseuse qui l'aurait rendu incapable de marcher normalement. Mais cette faiblesse physique est largement compensée par son intelligence stratégique. Ivar est décrit dans les sagas comme le plus rusé et le plus cruel des fils de Ragnar. Il possède un esprit tactique hors du commun et une capacité à manipuler ses ennemis qui fera de lui l'un des plus grands chefs vikings de tous les temps. Björn Côte de Fer, lui,
est le guerrier parfait. Fort, courageux, presque invincible au combat, il mènera plus tard des expéditions jusqu'en Méditerranée. Les chroniques franques le mentionnent comme l'un des Vikings les plus dangereux ayant jamais vécu. Ses fils commencent à lancer leurs propres raids. Ils accumulent leurs propres victoires, leur propre butin, leur propre réputation. Et Ragnar voit avec un mélange de fierté et de jalousie ses enfants devenir aussi célèbres que lui. Les Skalds chantent désormais les exploits des fils de Ragnar autant que ceux de leur père. Cette situation crée en Ragnar une frustration croissante. Les sagas racontent qu'il ne supportait pas l'idée que ses fils puissent le surpasser. Il voulait prouver qu'il restait le plus grand guerrier viking de tous les temps. Cette jalousie le poussera à commettre l'erreur fatale de sa vie. Vers 865, Ragnar Lodbrok prend une décision qui stupéfie son entourage. Il annonce qu'il va envahir l'Angleterre avec seulement 2 navires et une poignée de guerriers. Ses conseillers tentent de le dissuader. Ses fils lui disent qu'il est fou. Son épouse Aslaug, qui possède selon les sagas des dons de voyance, l'avertit qu'il va à sa perte. Elle lui prédit qu'il sera capturé et exécuté en Angleterre. Mais Ragnar refuse d'écouter. Il veut montrer à ses fils qu'il n'a besoin de personne. Il veut prouver qu'avec seulement 2 dracars, il peut conquérir un royaume que d'autres attaqueraient avec des armées entières. C'est de l'orgueil pur, de l'arrogance, et cela lui sera fatal. Ragnar et ses hommes prennent la mer et mettent le cap sur la Northumbrie, au nord-est de l'Angleterre. C'est un royaume qu'il connaît bien pour l'avoir déjà attaqué par le passé. Mais cette fois, les conditions ne sont pas en sa faveur. Une violente tempête frappe sa petite flotte. Les 2 navires sont endommagés et s'échouent sur les côtes de Northumbrie. Ragnar et ses hommes survivent au naufrage, mais ils se retrouvent en territoire ennemi, affaiblis, sans moyen de repartir. Le roi El de Northumbrie est immédiatement averti de la présence de Vikings sur ses terres. Il lève une armée importante et part à leur rencontre. Pour Ragnar, c'est un désastre. Avec seulement quelques dizaines d'hommes épuisés, il ne peut pas affronter une armée complète. Ses guerriers se battent vaillamment, mais ils sont submergés par le nombre. Un par un, ils tombent sous les épées saxonnes. Ragnar lui-même est finalement capturé vivant. Les chroniques anglo-saxonnes confirment qu'en 867, un chef viking a été fait prisonnier par El. Si cet homme était vraiment Ragnar Lodbrok, cela signifierait que la légende repose sur un fond de vérité historique. El de Northumbrie n'était pas n'importe qui. Arrivé au pouvoir en 862 ou 866 selon les sources, il ne descendait pas d'une lignée royale légitime. C'était un usurpateur qui s'était emparé du trône en profitant d'une guerre civile entre 2 prétendants, Osbert et lui-même. Cette situation précaire le rendait paranoïaque et impitoyable envers ses ennemis. Quand on lui amène Ragnar prisonnier, elle reconnaît immédiatement le célèbre chef viking. Il sait que cet homme a terrorisé l'Europe pendant des décennies. Il sait aussi que le tuer simplement serait un gaspillage. Elle veut faire un exemple. Il veut montrer à tous les Vikings que la Northumbrie n'est plus une proie facile. Selon les sagas nordiques, elle ordonne la construction d'une fosse qu'il fait remplir de serpents venimeux. Cette méthode d'exécution élaborée semble sortir d'un cauchemar. Les historiens doutent de sa véracité, car ce type de supplice n'était pas courant dans le monde anglo-saxon du IXe siècle. Mais les sagas sont formelles. Ragnar aurait été jeté vivant dans cette fosse aux serpents. Ragnar est traîné jusqu'à la fosse. Les gardes le hissent au-dessus du trou grouillant de reptiles. Le roi, elle, le regarde avec un sourire cruel. Selon la légende, Ragnar ne supplie pas pour sa vie. Il ne crie pas, il ne montre aucune peur. À la place, il prononce des mots qui resteront gravés dans l'histoire. Comme les petits porcelets grogneront quand ils apprendront comment le vieux sanglier a souffert. Ces paroles sont à la fois une prophétie et une menace. Les petits porcelets sont ses fils. Et Ragnar sait que quand ils apprendront sa mort, ils viendront se venger. Il est jeté dans la fosse. Les serpents l'attaquent de tous côtés. Le venin se répand dans son corps. Ragnar Lodbrok, le fléau de l'Europe, le terreur des chrétiens, meurt dans d'atroces souffrances. Elle pense avoir remporté une grande victoire. Il pense avoir éliminé une menace et affirmé sa puissance. Mais il vient de commettre l'erreur la plus grave de sa vie. Il vient de créer des ennemis implacables qui ne lui pardonneront jamais. La mort de Ragnar ne reste pas secrète longtemps. Des marchands, des esclaves libérés
des Vikings qui ont échappé au massacre ramènent la nouvelle en Scandinavie. Quand ses fils apprennent ce qui s'est passé, leur réaction est exactement celle que Ragnar avait prédite. Selon les sagas, c'est le dieu Odin lui-même qui leur annonce la mort de leur père. Cette dimension mythologique illustre l'importance de cet événement dans la culture nordique. La mort de Ragnar n'est pas simplement l'exécution d'un chef viking parmi d'autres. C'est un affront qui exige une vengeance proportionnelle. Ivar le Désossé réunit ses frères, Halfdan, Ubbe, Björn, Hvitserk, Sigurd. Tous se rassemblent pour planifier leur riposte. Mais ils ne veulent pas simplement tuer elle, ils veulent détruire son royaume. Ils veulent conquérir l'Angleterre entière. Ils veulent faire payer tous les anglo-saxons pour la mort de leur père. Les fils de Ragnar commencent à rassembler une armée comme on n'en a jamais vu. Ils envoient des messagers dans toute la Scandinavie, appelant tous les guerriers vikings à se joindre à eux. L'appât est simple. L'Angleterre est riche, divisée et vulnérable. Celui qui participe à cette expédition reviendra avec plus de butin qu'il ne peut en rêver. Des milliers de Vikings répondent à l'appel. Des Danois, des Norvégiens, des Suédois, des jeunes guerriers cherchant la gloire, des vétérans voulant un dernier raid glorieux, des marginaux, des bannis, des aventuriers. Tous convergent vers les ports où se construisent des centaines de navires. Cette mobilisation prend du temps. Les fils de Ragnar ne veulent pas répéter l'erreur de leur père. Ils ne partiront pas avec 2 navires. Ils partiront avec une armée capable de conquérir un royaume. En 865, la plus grande force d'invasion viking jamais assemblée prend la mer. Les chroniques anglo-saxonnes l'appellent la Grande Armée païenne ou Grande Armée danoise. Elle compte plusieurs milliers de guerriers répartis sur des centaines de navires. C'est une force suffisante pour conquérir des royaumes entiers. L'armée est commandée par Ivar le Désossé, Halfdan Ragnarsson et Ubbe. Ils ont un plan précis. Contrairement aux raids vikings traditionnels qui visent à piller et repartir rapidement, la Grande Armée vient pour rester. Son objectif est la conquête et la colonisation. La flotte débarque d'abord en Est-Anglie, au sud-est de l'Angleterre. Le roi Edmund, terrifié par cette armada, choisit la négociation plutôt que l'affrontement. Il fournit des chevaux aux Vikings et accepte de payer un tribut important en échange de la paix. Les fils de Ragnar acceptent. Ils n'en ont pas fini avec l'Est-Anglie, mais pour l'instant, leur cible est ailleurs. En 866, l'armée remonte vers le nord. Elle traverse la Mercie sans rencontrer de résistance majeure. Les rois locaux, paniqués par la taille de cette force, préfèrent laisser passer les Vikings plutôt que de les combattre. La Grande Armée arrive finalement en Northumbrie, le royaume d'El. Le timing est parfait pour les Vikings. La Northumbrie est déchirée par une guerre civile. Elle et son rival Osbert se disputent le trône. Leurs armées s'affrontent au lieu de se préparer à l'invasion imminente. Quand les Vikings arrivent devant York, la capitale du royaume, ils trouvent une ville mal défendue et divisée. Le 1er novembre 866, la Grande Armée s'empare de York sans grande difficulté. Les Vikings rebaptisent la ville Jorvik et en font leur quartier général. Elle et Osbert comprennent enfin la gravité de la situation. Face à l'invasion viking, ils décident de mettre leurs différends de côté et d'unir leurs forces. En mars 867, elle et Osbert rassemblent leurs armées et marchent sur York pour reprendre la ville. Ils espèrent surprendre les Vikings et les chasser de Northumbrie. Mais les fils de Ragnar les attendent. Ivar a transformé York en forteresse. Ses hommes sont prêts au combat. La bataille qui s'ensuit devant les murs de York est sanglante. Les anglo-saxons se battent avec courage, mais ils font face à des guerriers vikings endurcis et supérieurement organisés. Ivar dirige ses troupes avec un génie tactique qui déstabilise complètement les Saxons. Les Vikings sortent de la ville et attaquent les anglo-saxons de front. Le combat est brutal. Les haches et les épées s'abattent sans relâche. Le sang coule dans les rues. Les cris des mourants emplissent l'air. Les Saxons résistent d'abord, mais leur ligne finit par se briser sous la pression viking. Le 21 mars 867, la bataille se termine par une victoire écrasante des Vikings. Osbert est tué au combat. Elle est capturée vivant. Quand Ivar le voit enchaîné devant lui, il sait que le moment tant attendu est arrivé. Le meurtrier de son père est à sa merci.
Les sagas nordiques racontent qu'elle a été traînée derrière le chariot de guerre d'Ivar à travers la forêt jusqu'à l'endroit exact où Ragnar est mort. Là, devant la fosse aux serpents désormais vide, les fils de Ragnar se tiennent face à celui qui a tué leur père. Elle supplie pour sa vie. Il offre de l'or, de l'argent, la moitié de son royaume. Mais Ivar répond froidement. Notre père valait plus que tout l'or et l'argent du monde. Les frères ont décidé du châtiment qu'ils réservent à elle, le supplice de l'aigle de sang. L'aigle de sang, ou Blodörn en vieux norrois, est l'une des formes d'exécution les plus terrifiantes jamais décrites. Les historiens débattent encore de son existence réelle. Certains pensent qu'il s'agit d'une invention littéraire, d'une mauvaise interprétation de poèmes skaldiques. D'autres affirment que ce supplice était pratiqué dans des cas exceptionnels comme sacrifice à Odin. La description qu'en font les sagas est glaçante. La victime est couchée face contre terre. Un guerrier expérimenté ouvre le dos avec une lame tranchante. Il coupe le long de la colonne vertébrale de chaque côté. Ensuite, il sépare les côtes de l'échine avec une hache. Les côtes sont écartées, formant la silhouette d'aile. Enfin, les poumons sont arrachés de la poitrine et déployés sur les épaules de la victime, complétant l'image d'un aigle aux ailes ensanglantées. Ce supplice n'était pas seulement une exécution, c'était un rituel, un sacrifice aux dieux nordiques. Dans la mythologie viking, l'aigle était associé à Odin. Infliger l'aigle de sang à un ennemi était une façon de l'offrir au dieu suprême du panthéon nordique. Selon les sagas, c'est Björn Côte de Fer qui exécute personnellement elle avec l'aigle de sang. Le roi saxon hurle de douleur alors que sa chair est découpée. Ses cris résonnent à travers la forêt. Les guerriers vikings regardent en silence, satisfaits de voir leur vengeance accomplie. Elle meurt dans une agonie atroce, exactement comme Ragnar est mort dans la fosse aux serpents. Après sa mort, le corps mutilé d'elle est pendu à un arbre près de la fosse où Ragnar a péri. C'est un avertissement pour tous ceux qui oseraient s'opposer aux Vikings. C'est aussi la preuve que les fils de Ragnar ont tenu la promesse implicite dans les derniers mots de leur père. Avec la mort d'elle et la chute d'Osbert, la Northumbrie n'existe plus comme royaume indépendant. Les Vikings installent un roi fantoche nommé Ecgbert, qui règne sous leur contrôle. Mais les fils de Ragnar ne s'arrêtent pas là. Leur soif de conquête n'est pas étanchée par la vengeance. En 867, la Grande Armée repart vers le sud. Elle attaque la Mercie et s'empare de Nottingham. Le roi Burgred de Mercie demande l'aide du Wessex, le royaume du sud de l'Angleterre dirigé par Ethelred et son frère Alfred. Une armée anglo-saxonne vient assiéger les Vikings dans Nottingham, mais après des négociations, les Vikings acceptent de se retirer en échange d'un tribut. Les Vikings établissent leur quartier d'hiver dans différentes villes conquises. Ils ne repartent pas en Scandinavie après la saison des raids, comme le faisaient les Vikings traditionnels. Ils restent, ils s'installent. Ils commencent à cultiver les terres fertiles de l'Angleterre. En 869, la Grande Armée revient en Est-Anglie. Cette fois, le roi Edmond refuse de se soumettre. Il refuse de payer un nouveau tribut. Il refuse d'abandonner sa foi chrétienne. Les Vikings l'affrontent en bataille et le capturent. Edmond est exécuté, probablement de manière atroce. Il deviendra plus tard Saint Edmond, martyr de la foi chrétienne face aux païens nordiques. En 870, l'armée attaque le Wessex, le dernier grand royaume anglo-saxon encore indépendant. Le roi Ethelred et son frère Alfred organisent la résistance. Une série de batailles s'ensuit. Les Saxons remportent quelques victoires, mais les Vikings gagnent la plupart des affrontements. En 871, Ethelred meurt. Alfred lui succède et devient Alfred le Grand, l'un des rois les plus importants de l'histoire anglaise. Face à la pression viking constante, il doit payer un tribut important pour obtenir une trêve. Les Vikings se retirent temporairement vers le nord. En 874, la Grande Armée conquiert la Mercie. Le roi Burgred est chassé de son royaume et s'exile à Rome. Les Vikings placent un autre roi fantoche sur le trône et commencent à distribuer les terres aux guerriers qui veulent s'établir comme fermiers. La même année, Ivar le Désossé meurt. Les circonstances de sa mort restent obscures. Certaines sources disent qu'il est mort de maladie, d'autres qu'il a été tué au combat. Avec sa disparition, l'armée perd son chef le plus brillant. Halfdan et Guthrum prennent le commandement.
Entre 876 et 878, un événement majeur se produit. Les Vikings commencent à partager les terres conquises entre eux. Halfdan distribue des terres en Northumbrie à ses guerriers. D'autres chefs vikings font de même en Mercie orientale et en Est-Anglie. Les guerriers deviennent fermiers. Ils épousent des femmes locales. Ils construisent des maisons. Ils ne sont plus des raiders temporaires, mais des colons permanents. En 876, Halfdan fonde officiellement le royaume viking de York. C'est le début de ce que l'histoire appellera le Danelaw, la région de l'Angleterre où s'applique la loi danoise plutôt que la loi anglo-saxonne. Le Danelaw s'étend sur tout le nord et l'est de l'Angleterre, du Yorkshire jusqu'à la Tamise. Au sein du Danelaw, 5 villes fortifiées deviennent particulièrement importantes: Leicester, Nottingham, Derby, Stamford et Lincoln. On les appelle les 5 bourgs. Ces villes abritent des garnisons vikings et deviennent des centres commerciaux prospères où se mélangent cultures nordiques et anglo-saxonnes. La colonisation viking transforme profondément l'Angleterre. Les Vikings apportent leurs coutumes, leurs lois, leur langue. Des milliers de mots d'origine scandinave entrent dans la langue anglaise. Les noms de lieux changent. Des villages entiers prennent des noms nordiques. Encore aujourd'hui, on peut tracer l'influence viking en Angleterre en regardant les toponymes se terminant par bay, ferme, torp, village, ou thwaite, clairière. Mais cette colonisation ne se fait pas sans résistance. Alfred le Grand, réfugié dans le Wessex, n'abandonne pas. Il réorganise son armée, construit des forteresses, crée une marine de guerre. En 878, il lance une contre-offensive majeure et bat les Vikings à la bataille d'Eddington. Guthrum, le chef viking, est contraint de négocier. Le traité de Wedmore est signé. Il établit une frontière claire entre le Wessex anglo-saxon et le Danelaw viking. Guthrum accepte de se convertir au christianisme et prend le nom d'Æthelstan. Cette conversion est largement symbolique et politique, mais elle marque un tournant. Les Vikings cessent d'être perçus uniquement comme des païens ennemis. Ils deviennent des voisins avec qui on peut coexister. La mort de Ragnar Lodbrok a déclenché une réaction en chaîne qui a transformé l'Angleterre pour toujours. Sans sa capture et son exécution par elle, la Grande Armée païenne n'aurait peut-être jamais été formée. Sans la Grande Armée, le Danelaw n'aurait jamais existé. Sans le Danelaw, l'histoire de l'Angleterre aurait été radicalement différente. L'invasion viking a forcé les royaumes anglo-saxons à s'unir pour survivre. Alfred le Grand comprend qu'un royaume divisé ne peut pas résister aux Vikings. Il jette les bases d'un royaume anglais unifié. Ses successeurs, Édouard l'Ancien et Æthelstan, continueront son œuvre et créeront une Angleterre forte et centralisée. Le Danelaw lui-même influence profondément la société anglaise. Les Vikings apportent leurs techniques de construction navale, leurs méthodes agricoles, leur système juridique. La wapentake, une division administrative d'origine scandinave, remplace les anciennes structures saxonnes dans le nord du pays. Les marchés vikings attirent des commerçants de toute l'Europe. La population se mélange. Les guerriers vikings épousent des femmes anglo-saxonnes. Leurs enfants grandissent en parlant les 2 langues, en pratiquant un mélange de coutumes nordiques et chrétiennes. En 1086, quand Guillaume le Conquérant fait établir le Domesday Book, plus de la moitié de la population du Yorkshire porte des noms scandinaves ou partiellement scandinaves. Le Danelaw survit comme entité distincte jusqu'en 954, avec la mort d'Éric à la hache sanglante, dernier roi viking d'York. Mais son influence perdure bien au-delà. Les lois danoises continuent de s'appliquer dans certaines régions. La culture viking imprègne le nord de l'Angleterre. Des générations plus tard, les descendants des Vikings de Ragnar font toujours partie intégrante de la société anglaise. Il y a aussi des conséquences inattendues. La présence viking en Angleterre affaiblit les défenses du pays. Un siècle plus tard, en 1066, quand Guillaume de Normandie envahit l'Angleterre, il affronte un royaume épuisé par des décennies de guerre contre les Scandinaves. La conquête normande elle-même n'aurait peut-être pas été possible sans l'héritage des invasions vikings déclenchées par la mort de Ragnar. Après leur mort, Ragnar et ses fils deviennent des figures légendaires. Les Skalds islandais composent des sagas racontant leurs exploits. Ces récits mélangent faits historiques et éléments mythologiques.
Ragnar devient un héros quasi divin, descendant d'Odin lui-même selon certaines versions. La saga de Ragnar Lodbrok, écrite au XIIIe siècle, raconte sa vie en détail. Son combat contre le dragon, ses mariages avec Thora et Aslaug, ses raids en Europe, sa mort dans la fosse aux serpents. Le dit des fils de Ragnar décrit la vengeance de ses fils et la conquête de l'Angleterre. Ces textes sont une combinaison de souvenirs historiques transmis oralement et d'embellissements poétiques. Au fil des siècles, la légende de Ragnar se répand au-delà de la Scandinavie. Les chroniqueurs français le mentionnent comme le Viking qui a pillé Paris. Les historiens anglais en font le catalyseur de l'invasion qui a changé leur pays. Même la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, écrite au Danemark au XIIe siècle, consacre plusieurs chapitres à Ragnar et à sa famille. Mais la légende pose problème aux historiens. Ragnar a-t-il vraiment existé? Était-il une seule personne ou un composite de plusieurs chefs vikings? Les événements décrits dans les sagas correspondent-ils à la réalité historique? Les chroniques contemporaines mentionnent bien un chef viking nommé Ragnar, qui a attaqué Paris en 845. Les annales de Saint-Bertin, écrites à l'époque carolingienne, confirment qu'un certain Reginerus a remonté la Seine avec 120 navires et a reçu 7000 livres d'argent de Charles le Chauve. Mais ce Reginerus est-il le même que le Ragnar des sagas? La grande armée païenne de 865 est bien documentée dans la chronique anglo-saxonne. Ses chefs, Ivar et Halfdan, sont mentionnés explicitement. Leur conquête, la création du Danelau, tout cela est historiquement vérifié. Mais le lien avec Ragnar Lodbrok et sa mort en Northumbrie est beaucoup moins certain. La plupart des historiens modernes pensent que Ragnar était probablement un chef viking réel, dont l'histoire a été embellie et combinée avec les exploits d'autres guerriers scandinaves. La fosse aux serpents, l'aigle de sang, ces éléments relèvent probablement plus de la légende que de la réalité. Mais le noyau de l'histoire reste crédible. Un chef viking a lancé des raids majeurs en Europe au milieu du IXe siècle et ses fils ont mené la plus grande invasion viking de l'Angleterre. Au XXIe siècle, Ragnar Lodbrok connaît une renaissance spectaculaire grâce à la série télévisée Vikings. Des millions de spectateurs découvrent l'histoire de ce guerrier légendaire, de ses raids audacieux, de sa famille complexe, de sa mort tragique. La série prend des libertés avec l'histoire, mais elle capture l'essence de la saga. Un homme qui refuse de se soumettre aux limites, qui défie les dieux et les rois, et dont l'héritage change le monde. Cette popularité moderne montre que la légende de Ragnar résonne encore aujourd'hui. Son histoire parle d'ambition, de courage, de vengeance, de famille. Elle illustre comment un seul homme, par son orgueil et sa témérité, peut déclencher des événements qui transforment des nations. Ragnar représente aussi l'ère viking dans son ensemble. Ces guerriers scandinaves qui ont terrorisé l'Europe pendant 3 siècles, qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, qui ont fondé des royaumes de Dublin à Kiev. Leur impact sur l'histoire mondiale est immense, et Ragnar en est devenu le symbole le plus reconnaissable. Mais au-delà de la légende et du divertissement, l'histoire de Ragnar Lodbrok offre des leçons sur la nature du pouvoir, les conséquences de la vengeance et la façon dont les actions d'un individu peuvent résonner à travers les siècles. Sa mort n'a pas été une fin, mais un commencement. Elle a déclenché une invasion qui a remodelé l'Angleterre, influencé son développement politique et laissé des traces culturelles visibles encore aujourd'hui. L'histoire de Ragnar Lodbrok et de ses fils illustre un principe fondamental. Les grands événements historiques commencent souvent par des actes individuels. La décision d'elle de tuer Ragnar de la manière la plus humiliante possible n'était pas qu'une simple exécution. C'était un affront qui exigeait une réponse proportionnelle selon les codes vikings. Cette réponse a pris la forme de la grande armée païenne, la plus grande force d'invasion de l'ère viking. Elle a conquis 3 des 4 royaumes anglo-saxons. Elle a créé le Danelaw qui a existé pendant près d'1 siècle. Elle a forcé les Anglais à s'unir sous un seul roi pour survivre. Elle a introduit des milliers de colons scandinaves qui ont transformé la culture, la langue et l'identité de l'Angleterre. Sans la mort de Ragnar, rien de tout cela ne se serait produit de cette manière. Les Vikings auraient continué leur raid, certes, mais pas avec cette ampleur ni cette détermination. L'Angleterre serait restée divisée plus longtemps.
le cours de l'histoire européenne aurait été différent. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après sa mort, Ragnar Lodbrok reste un nom connu dans le monde entier. Les historiens débattent de son existence. Les artistes s'inspirent de sa légende. Les touristes visitent York en cherchant des traces de l'époque viking. Et dans le nord de l'Angleterre, on peut encore voir l'influence de ces conquérants scandinaves venus venger leur père. La mort de Ragnar n'a pas seulement plongé l'Angleterre dans le chaos temporaire d'une invasion. Elle a déclenché une transformation permanente qui a façonné l'identité anglaise. C'est ainsi qu'un homme, par son orgueil, sa mort et la vengeance qu'elle a inspirée, est entré dans la légende et a changé l'histoire pour toujours.